Avez-vous déjà eu cette étrange sensation d'être en pleine chorégraphie, une danse subtile dans laquelle vous ne choisissez pas vraiment vos pas? Comme si vous deviez constamment vous adapter, changer votre rythme, effacer certaines parties de vous. Tout cela au nom de l'amour, une valse silencieuse où l'on confond l'effacement avec l'intimité. Il y a quelque chose de troublant dans la manière dont on peut se perdre dans une relation sans jamais réaliser qu'on est en train de disparaître. À force de vouloir éviter les conflits, on finit par céder centimètre par centimètre sans s'apercevoir que ce qu'on appelait compromis était en réalité un abandon progressif de soi. Sous chaque « ce n'est rien » ou « je vais bien » se cache une mécanique bien plus complexe. Un système si bien huilé, si profondément enraciné, qu'on en oublie que ce qu'on vit n'est peut-être pas de l'amour, mais une adaptation constante à une attente invisible. Et si ce que vous appeliez amour n'était qu'un script? Un rôle appris, répété, joué sans conscience? Il existe un espace étrange, à mi-chemin entre l'intention et l'instinct. C'est là, dans cette zone grise, que la majorité des relations naissent et meurent. On pense comprendre pourquoi certaines discussions dérapent, pourquoi des gestes pourtant anodins déclenchent de violentes réactions. Mais en réalité, ce que vous vivez n'est que la surface d'un courant bien plus ancien, plus profond. Une mécanique silencieuse, forgée par des forces inconscientes. Le psychologue Carl Jung l'avait pressenti, nous sommes dirigés par des dynamiques que nous n'avons pas choisies, des impulsions que nous ne nommons même pas. Dans le théâtre de l'attachement romantique, ces forces guident chaque mouvement, chaque mot, chaque silence. Ce n'est pas une pièce improvisée. C'est une danse ancienne, une danse instinctive. Quand elle vous questionne, quand elle conteste vos décisions ou remet en cause vos projets, ce n'est pas une simple opposition. C'est un test. C'est un test. Et ce test n'a rien de rationnel. Il ne répond pas à une logique consciente. Il s'agit d'une exploration menée par l'inconscient pour évaluer quelque chose de fondamental. Êtes-vous capable de tenir bon, pas seulement financièrement, ni même émotionnellement, mais psychologiquement? Êtes-vous un pilier ou une surface instable? Elle ne le formule pas ainsi, elle ne le sait même pas. Mais elle observe, elle capte, elle mesure. Quand elle doute de votre plan de carrière, ce n'est pas vraiment votre profession qu'elle questionne, c'est votre direction, votre ancrage, votre stabilité. Quand elle se montre émotive face à une broutille, ce n'est pas qu'elle exagère, c'est qu'elle crée un contexte, une scène où elle peut voir votre réaction, pas vos mots, pas vos justifications, votre posture, votre centrage. Tiendrez-vous, resterez-vous solide sous la pression, ou vous plierez-vous pour calmer la tension, quitte à vous trahir vous-même? Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette impression de passer une évaluation dont vous ne connaissez ni les règles, ni la grille de lecture. Le sentiment que, quoi que vous fassiez, un autre test vous attend au prochain tournant. Ce n'est pas une pathologie, c'est un héritage, un comportement millénaire, ancré dans l'évolution. Dans la survie, son inconscient agit exactement comme il a été programmé pour le faire. Détecter si l'homme en face d'elle peut être un abri, pas seulement physique, mais intérieur. Le drame, c'est que la majorité des hommes échouent à ces épreuves, non pas par manque de courage ou de volonté, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Ils croient que le problème est dans le contenu de la discussion. Alors ils expliquent, ils rassurent. Ils cèdent, ils cherchent à convaincre, à être gentils, à éviter le conflit, sans comprendre que ce qu'elle attend, ce n'est pas qu'on la calme, mais qu'on reste droit, qu'on reste entier, qu'on reste soi. Et quand cet équilibre vacille, un autre phénomène se déclenche. La personne que vous avez connue au départ commence à se transformer. Celle qui partageait vos goûts, vos références, vos rêves, s'efface doucement. À sa place, une autre version d'elle émerge. Plus distante, moins réceptive, parfois méconnaissable. Au début, c'était un miroir, un reflet presque refait de vos désirs, de vos pensées. Elle riait à vos blagues, adorait vos musiques, semblait lire dans vos silences. Mais ce que vous preniez pour de la magie n'était peut-être qu'un phénomène bien plus inconscient. Dans les premiers temps d'une relation, lorsque l'attachement est fragile, l'inconscient s'adapte. Il capte vos attentes, vos manques, vos élans. Et il s'y ajuste. Non pas pour manipuler, mais pour créer un lien, pour sceller un attachement.
Et dans cette fusion temporaire, vous croyez avoir trouvé l'âme sœur. Mais ce que vous avez trouvé, c'est vous-même, reflété dans un autre, projeté sur une surface réceptive. Ce n'est ni un mensonge, ni une comédie. C'est une synchronicité archaïque, une alchimie éphémère. Mais plus l'engagement devient réel, plus la sécurité du lien se confirme, plus la projection s'effondre. La vraie personne émerge avec ses goûts réels, ses limites, ses désaccords. Et c'est là que la douleur commence. Vous vous demandez si tout ce que vous avez vécu n'était qu'un décor, si la passion partagée n'était qu'une illusion, si ce que vous croyiez être une fusion était, en fait, un miroir qui s'est brisé. Ce n'est pas elle qui vous a trompé. Ce n'est pas vous qui avez été dupe. C'est simplement que l'attachement, dans sa forme primitive, ne cherche pas d'abord la vérité, il cherche la survie. Et maintenant que le miroir s'est fissuré, êtes-vous prêt à aimer ce qu'il y a derrière? Quand le miroir s'éteint, quand l'illusion se dissipe, une nouvelle réalité prend sa place. Une réalité plus dense, plus opaque. Ce n'est plus elle qui vous renvoie votre reflet. C'est elle, réellement elle, avec ses angles, ses absences, ses silences. Et c'est là que le lien devient vulnérable, mais c'est aussi là que l'influence devient plus fine, plus silencieuse, plus profonde. Elle ne cherche plus à vous séduire. Elle cherche à vous façonner, pas par des cris, pas par des menaces, pas par la force, par quelque chose de bien plus subtil, la culpabilité. Elle ne hurle pas, elle soupire, elle ne reproche pas, elle laisse entendre. Une intonation, un regard mouillé juste au moment où vous vous affirmez. Une petite phrase prononcée avec fragilité, juste et tremblante pour que votre cœur se te tende. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous pliez, vous corrigez vos mots, vous ajustez votre ton, vous retirez une vérité de peur de blesser. Vous abandonnez une décision, pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait l'air touchée. Ce n'est pas une manipulation consciente, c'est pas un plan, c'est une dynamique ancienne. Quand l'affrontement est dangereux, quand l'opposition directe fait peur, la vulnérabilité devient une arme et la culpabilité devient un levier. Et ça fonctionne parce que vous êtes un homme bien, parce que vous avez été élevé pour protéger, pour prendre soin, pour apaiser. Vous croyez être en train d'aimer, mais vous êtes en train de céder. Et chaque concession vous éloigne un peu plus de vous-même. Chaque excuse efface un fragment de votre intégrité. Pas à cause d'elle, à cause de ce que votre inconscient a appris à faire, confondre compassion et soumission. Et sans le savoir, vous renforcez un cercle. À chaque fois que vous vous excusez pour préserver la paix, vous l'entraînez à utiliser la douleur comme moyen d'influence. Chaque émotion qu'elle montre devient un test de votre fidélité émotionnelle. Et plus vous réagissez, plus elle intègre. Voilà comment je suis entendu, voilà comment j'ai de l'impact. Et vous devenez l'architecte de votre propre cage. Vous commencez à anticiper ses réactions, à reformuler vos pensées, à filtrer vos émotions. Ce n'est plus vous qui parlez, c'est une version édulcorée de vous, une version ajustée à sa sensibilité. Et vous vous surprenez à vivre à l'intérieur de vous-même, à penser sans dire, à sentir sans montrer, à vouloir sans exprimer, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou ce que vous censurez. Carl Jung écrivait que ce que nous ne rendons pas conscient finit par diriger notre vie. Et dans cette relation, ce qui vous dirige, ce n'est plus votre volonté. C'est la peur de décevoir, de blesser, de perdre. Elle ne vous a pas emprisonné. Vous avez construit vous-même les murs en pensant faire preuve d'amour. Mais ce n'est que la première couche. Ce qui transforme cette dynamique en véritable dépendance n'est pas la culpabilité, c'est le rythme, l'alternance imprévisible, ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. Elle ne vous retire pas son affection constamment, elle ne vous la donne pas toujours non plus. Elle alterne, sans le vouloir, inconsciemment, mais avec une précision effrayante. Un message doux juste après que vous ayez commencé à rendre de la distance. Un éclat de tendresse au moment où vous songiez à partir. Et vous restez, pas à cause de la logique, à cause de l'espoir. Comme un joueur dans un casino émotionnel, vous ne savez jamais quand viendra le prochain gain. Mais vous vous souvenez de la dernière chaleur et c'est suffisant pour attendre. Et lorsqu'elle revient, lorsqu'elle rit à nouveau, lorsqu'elle vous touche comme au premier jour, tout votre système nerveux se relâche.
Vous y êtes à nouveau, dans cette chaleur, dans cette magie, dans cette illusion. Mais ce n'est pas un retour à la réalité. C'est un rappel de ce que vous pouvez encore espérer si vous tenez bon. Puis le froid revient brutalement. Elle se ferme, elle s'éloigne, elle devient absente. Et vous cherchez des raisons? Était-ce votre ton, votre retard, une maladresse? Vous retournez dans vos messages, vous relisez vos phrases, vous scrutez chaque silence. Vous devenez enquêteur de votre propre impuissance. Et le pire, c'est que vous commencez à confondre cette turbulence avec la passion, ce chaos avec l'intensité, cette instabilité avec la profondeur. Votre cœur, reprogrammé par ces allers-retours, croit aimer plus fort que jamais, alors qu'il est simplement devenu dépendant de l'imprévisibilité. Mais le chef-d'œuvre de cette mécanique se joue ailleurs, dans les moments entre deux, quand la tempête se tait, quand elle vous parle doucement, sans conflit, sans drame. C'est là qu'elle plante les graines. Tu crois que ce job te rend vraiment heureux? T'as pas remarqué que ton amie te critique souvent? Elle ne vous ordonne rien, elle sème, subtilement. Elle questionne, doucement, elle propose, avec bienveillance, mais toujours dans une direction. Et vous, fatigué de lutter, affamé de calme, vous accueillez ces suggestions comme des idées à vous et vous les suivez, sans même voir qu'elle trace le plan d'un monde qu'elle redessine brique après brique, pas par méchanceté, pas par contrôle, par besoin, par inconscient, par insécurité. Et vous vous écartez doucement de vos repères, vous vous éloignez de certains amis, vous abandonnez certaines ambitions, vous vous alignez, croyant que vous évoluez. Mais ce n'est pas vous qui marchez, ce sont vos pas qui sont guidés. Et un jour, en silence, vous réalisez que vous ne vivez plus vraiment dans votre propre maison intérieure, que vous vous êtes déplacé pièce par pièce vers un espace construit pour deux, mais vide de vous. C'est à ce moment précis que naît la question essentielle. Jusqu'où suis-je prêt à me perdre pour être aimé? Il y a un moment, un seul, où tout bascule. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un cri, ce n'est même pas un geste. C'est un silence si nu, si brut, qu'il vous renvoie à vous-même sans filtre, sans personne, sans excuse. Le téléphone est muet, son absence est totale. Aucun message, aucun regard, aucune tendresse. Et dans ce vide, votre esprit commence à tourner. Pas de colère, pas encore, plutôt une confusion, une sensation de flottement, comme si vous aviez été projeté hors de l'orbite, et que soudain vous réalisiez que votre soleil n'était jamais à vous. Elle ne vous a pas quitté. Elle vous a habitué à être suspendu à ces signaux, à lire entre ces silences, à construire votre stabilité à travers ces humeurs. Et là, dans ce néant numérique, dans cette absence de validation, une vérité nue s'impose. Ce n'est pas d'elle dont vous avez besoin, c'est de votre propre centre, pas un centre appris, pas un centre emprunté, un centre réel, brutal, intérieur. Ce n'est pas elle qui vous a vidé. C'est vous qui avez vidé votre énergie à tenter de mériter un amour que vous pensiez toujours sur le point de perdre. Et c'est ici que tout commence réellement. L'immunité ne vient pas d'un mur, elle ne vient pas de l'indifférence, elle ne vient pas du rejet. Elle vient de l'unification. Carl Jung appelait cela l'individuation. Ce processus lent et douloureux par lequel chaque partie de vous, blessée, forte, honteuse, brillante, est rassemblée dans une même identité. Une même colonne vertébrale. Une architecture qui ne dépend de personne pour exister. Là réside la seule forme de puissance émotionnelle qui ne se brise pas sous les retraits, les jeux, les tests. Là réside la vraie souveraineté. Vous commencez à ressentir ce que vous n'avez pas osé affronter. Ce n'est pas elle qui tenait la clé de votre valeur. C'était votre vide intérieur qui cherchait à se remplir à travers elle. Et elle, sans le vouloir, sans même le comprendre, l'a simplement exploité. Comme tous les êtres humains exploitent les failles qu'on leur livre, il ne s'agissait pas de manipulation, il s'agissait d'un déséquilibre d'origine, d'une urgence d'être validé, d'une peur d'être seul avec soi-même. Mais maintenant que vous avez vu le mécanisme, vous avez une alternative. Ce qui vous rendait vulnérable, ce n'était pas l'amour, c'était la dépendance. Le besoin d'être choisi, rassuré, reconnu. Et ce besoin, vous pouvez le transformer. Non pas en rejet, mais en responsabilité. Vous commencez à cultiver ce que vous n'aviez jamais nourri en vous, une source intérieure de reconnaissance, un espace qui ne réclame rien
qui ne dépend pas des humeurs extérieures, qui existe pour lui-même. C'est là que vous devenez libre, libre de dire oui sans peur, libre de dire non sans culpabilité, libre d'aimer sans mendier. Et quelque chose d'étrange se produit. Ce qui auparavant vous semblait puissant, son silence, son retrait, sa chaleur soudaine, perd de son emprise, parce que votre sol n'est plus meuble, il est solide, il ne tremble plus à chaque regard détourné, il ne se fissure plus à chaque absence. Elle peut toujours vous tester, mais vous ne réagissez plus, vous observez, vous comprenez, et surtout vous choisissez, non pas pour plaire, mais pour rester aligné. C'est là que la dynamique change. Vous n'êtes plus une cible émotionnelle, vous devenez un miroir, et ce miroir, contrairement au premier, ne reflète pas ses désirs, il reflète sa vérité. Et parfois, cette vérité, elle ne la supporte pas. Car là où elle trouvait avant un terrain à modeler, elle découvre une structure, une cohérence, une colonne qui ne fléchit pas sous la tension, une présence qui n'a pas besoin de contrôle pour exister. Et alors, tout ce qui était jeu devient inutile. Tout ce qui était manipulation devient inefficace. Vous n'êtes plus dans la danse. Vous êtes l'observateur, vous êtes le rythme, vous êtes le tempo. Et c'est là que vous pouvez aimer. Vraiment aimer. Parce que l'amour qui part de l'abondance n'est pas une stratégie, ce n'est pas un échange, c'est un don, un acte libre, sans peur, sans chantage. Mais pour y accéder, il fallait traverser tout cela. Le test, le mirage, la dépendance, la chute. Il fallait perdre pour pouvoir se retrouver. Et maintenant que vous êtes là, debout en vous-même, vous n'avez plus besoin qu'on vous choisisse, parce que vous vous êtes choisi. Et c'est là que réside le cœur du véritable amour. Non pas l'obsession de plaire, mais la puissance de rester.